Salut les amis, c'est Kensho. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur concernant une affaire criminelle japonaise qui, comme vous allez le voir, a apporté énormément de changements juridiques au niveau du harcèlement, mais surtout au niveau de la manipulation des médias au Japon. Si ce format d'affaires criminelles où je vous détaille les faits vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci encore énormément pour votre soutien, ça me fait toujours autant plaisir. Allez, sans plus tarder, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. Ino Shiori, née le 18 mai 1978, est une étudiante japonaise de 21 ans qui vit avec sa famille dans la préfecture de Saitama. Elle étudie à l'université et mène une vie on ne peut plus banale. Harcèlement, janvier 1999. Ino Shiori fait la connaissance de Kazuhito Komatsu, un jeune homme de 26 ans qui tient plusieurs salons de massage avec son frère Takeshi dans la préfecture de Saitama. Avant même qu'ils ne débutent leur relation, Komatsu va en premier lieu mentir sur son âge. Il fait croire à Ino qu'il n'a que 23 ans et qu'il est à la tête de plusieurs business dans le secteur de l'automobile, des métaux précieux et de l'immobilier. Ino va rapidement tomber sous son charme et tous les deux vont commencer alors à se voir de plus en plus souvent. Puis après 5-6 rendez-vous, Komatsu va alors commencer à lui offrir des cadeaux extrêmement coûteux, tels que des sacs à main et des vêtements de luxe. Ino, elle, n'aime pas cette façon de faire, car elle a l'impression que Komatsu essaye d'acheter leur relation, ce qui la rend extrêmement mal à l'aise. Komatsu de son côté lui fait du chantage et lui dit que si elle n'acceptait pas ses cadeaux, il l'accuserait d'abus de confiance. Pour Ino, cette relation devenait de plus en plus toxique et malsaine. Elle décide alors de rompre avec Komatsu, mais ce dernier va alors commencer à la harceler. Il va passer plus d'une centaine de coups de téléphone chez elle et va jusqu'à la menacer de mort si elle n'acceptait pas de continuer à le voir. Le 24 mars, Ino confie à l'une de ses amies qu'elle a peur pour sa vie. Se sentant en grand danger et connaissant très bien le personnage qu'est Komatsu, Ino rédige son testament et tente à nouveau de mettre fin à leur relation. Komatsu va alors commencer à s'en prendre directement à la famille d'Ino et les menacer de mort, surtout son petit frère qui, à l'époque, n'était qu'à l'école primaire. Après ces innombrables menaces, elle cède et accepte de le voir dans un café. 14 juin. Ino retrouve Komatsu dans un café à Saitama et lui explique clairement qu'elle ne veut plus la revoir et qu'il n'y aura plus de prochaine fois. La conversation s'enflamme très rapidement et Ino décide de quitter le café. Le même jour, fou de rage, Komatsu, son frère Takeshi et un de leurs amis débarquent dans la maison d'Ino et menacent sa mère qui à ce moment-là était la seule présente à la maison avec Ino. Ils lui font croire que leur fille aurait détourné illégalement des fonds derrière le dos de Komatsu et ainsi que plusieurs autres mensonges. Les individus restent dans la maison d'Ino en attendant son père afin de pouvoir le menacer lui aussi à son tour. Lorsque ce dernier rentre à la maison, il ordonne tout simplement aux trois individus de sortir de la maison et de reprendre les cadeaux que Komatsu avait offert à Ino de force. Ces derniers refusent de reprendre les cadeaux, mais se retirent tout de même de la maison en lançant un dernier regard sombre à Ino et à sa famille. Ce que Komatsu ignorait en repartant après avoir menacé Ino et sa famille, c'est que cette dernière avait enregistré toute la conversation. Le lendemain, elle se munit de son enregistrement et se rend à la police de Saitama afin de porter plainte. En arrivant sur place, les policiers lui disent qu'ils ne peuvent absolument rien faire et que l'enregistrement qu'elle a effectué n'est, selon leur dire, pas une preuve suffisante. Donc faute de preuves, Ino retourne bredouille à sa maison. Le 16 juin, soit 2 jours après les menaces qu'elle et sa famille aient reçues directement chez eux, Ino retourne voir la police de Saitama avec ses parents. Les policiers refusent à nouveau de faire quoi que ce soit et leur disent que c'est entièrement la faute à Ino d'avoir accepté les cadeaux luxueux de son ex-petite amie et qu'il était tout à fait normal qu'il réagisse ainsi. Néanmoins, ces derniers les redirigent vers un cabinet d'avocats. Puis, après environ 15 minutes de consultation, l'avocat rejette tout simplement leur demande. Il déclare qu'Ino aurait accepté ces cadeaux de son plein gré, qui plus est sont des cadeaux de grande valeur. Donc il était impossible de faire quoi que ce soit. Le jour suivant cette consultation, Ino reçoit à nouveau un appel de la part de Komatsu lui demandant de se remettre ensemble. Elle refuse et lui dit qu'elle a été voir la police, ce qui a pour effet de le mettre dans une colère noire. Il lui profane des insultes en tout genre et finit par raccrocher brutalement le téléphone. 21 juin.
Ino n'en peut plus de cette situation, elle en a marre et décide de renvoyer tous les cadeaux à Komatsu par voie postale. Après les avoir reçus, Komatsu comprend alors qu'il est bientôt trop tard. Il rentre alors dans une folie incontrôlable. Il ordonne alors à son frère Takeshi de contacter un certain Yoshifumi Kubota, un ancien directeur d'un de leurs salons de massage de 33 ans. Takeshi lui propose 20 millions de yens, soit environ 150 639 €, afin d'assassiner Ino. Ce dernier accepte et décide de recruter à son tour deux connaissances, Yoshitaka Ito et Akira Kawakami, qui vont lui servir à faire du repérage. Le 5 juillet, Komatsu s'envole pour Okinawa afin de se construire un alibi en béton et ainsi se dédouaner de toute responsabilité en cas de pépin. Durant les 4 mois suivants, la famille d'Ino va subir une série incalculable de menaces et d'harcèlement. Des centaines d'affiches rabaissant Ino et sa famille vont être alors placardées dans tout le quartier et même sur le lieu de travail de son père. Ino et sa famille vont à plusieurs reprises demander de l'aide à la police en amenant justement ces affiches, des photos de plaques d'immatriculation et ainsi que plusieurs autres preuves. Mais rien n'y fait, les policiers ne veulent rien entendre. Les policiers de haut rang ne veulent pas prendre le risque de gérer des dossiers non résolus ou trop complexes qui pourraient alors nuire à leur réputation. Et donc, aucune mesure ne sera prise par rapport au cas d'Ino. Après plus de 4 mois de menaces, Kubota et ses deux complices commencent alors à observer la maison d'Ino et la gare où elle passe tous les jours afin de se rendre à l'université, et ce, afin de planifier l'assassinat. 26 octobre 1999. Shiori Ino, comme à son habitude, se rend à la gare d'Okegawa afin d'assister au cours de l'après-midi à son université. Elle est alors repérée par Kawakami qui, à ce moment-là, est dans sa voiture accompagnée de Kubota. Ce dernier descend et s'approche d'Ino qui, à ce moment, est en train de garer son vélo. Sans qu'elle ne puisse s'apercevoir de quoi que ce soit, il lui assène un premier coup de couteau qui l'atteint dans les côtes. Et en voulant se retourner pour voir son agresseur, elle reçoit un second coup de couteau directement dans le cœur, ce qui la tue instantanément sur place. Après avoir commis son acte, Kubota remonte dans la voiture et disparaît. Ino sera rapidement prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital d'Ageo, mais il était déjà trop tard pour elle et elle sera prononcée morte avant même d'arriver à l'hôpital. Immédiatement après le meurtre d'Ino, la police de la préfecture de Saitama se met alors à fabriquer des fausses rumeurs par rapport à Ino, comme quoi elle serait une fille facile avec des goûts de luxe. Ces informations seront alors rapidement reprises par la presse publique qui, à son tour, fabriquera des mensonges sinistres par rapport à Ino, la décrivant comme étant une escorte. De ce fait, aucune enquête ne sera ouverte et ce pendant plusieurs semaines. Cependant, un journaliste du nom de Kiyoshi Shimizu va alors mener sa propre enquête sur l'affaire, révélant au grand public le long harcèlement qu'a subi Ino ainsi que les témoignages de sa famille. Grâce à cela, une enquête va alors être ouverte et le 19 décembre 1999, Kubota, l'auteur de l'assassinat, va être arrêté. Puis le jour suivant, le frère de Komatsu ainsi que ses deux complices seront à leur tour arrêtés. Après de multiples interrogatoires, 8 autres personnes seront arrêtées le 20 janvier 2000 pour avoir participé au harcèlement. Puis la police remontera rapidement à l'auteur de toutes ces menaces et du meurtre, Kazuhito Komatsu. Un mandat d'arrêt sera alors émis contre lui. Il s'échappe alors vers Sapporo dans le nord du Japon, traqué par le journaliste Kiyoshi. Après plusieurs jours de traque à l'homme, le corps de Komatsu sera retrouvé le 27 janvier dans un lac à Teshikaga. Une note sera retrouvée dans ses bagages à l'hôtel indiquant qu'il avait prévu de se suicider peu de temps après avoir arrangé le meurtre d'Ino. Suite à cette affaire, la police de Saitama a été critiquée pour manquement à leurs devoirs et a attisé la colère du grand public. Le chef de la police de Saitama s'est quant à lui excusé platement auprès de la famille d'Ino. Et à la suite d'une enquête, 6 agents ont fait l'objet de mesures disciplinaires et 3 hauts fonctionnaires ont été licenciés et inculpés pour falsification de documents. Les agents ainsi que les fonctionnaires ont tous écopé d'une peine allant de 2 mois à 1 an d'emprisonnement. En 2001, le tueur à gages Kubota a été condamné à 18 ans de prison et ses deux complices à 15 ans de prison. Le frère de Komatsu, Takeshi, lui, sera condamné à la prison à perpétuité
Il essaiera de faire appel, mais ce dernier lui sera refusé et il sera écroué derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Et Kubota, lui, n'a pris que 18 ans pour ce qu'il a fait, alors qu'il a assassiné Ino? Je comprends pas. Bref, mais le changement majeur suite à cette affaire a été la mise en place d'une loi de régulation concernant le harcèlement. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il est fallu qu'il soit trop tard avant qu'une telle loi soit mise en place. En tout cas, c'est cette affaire-là qui a mis la lumière sur les failles qu'il y avait dans le système juridique au Japon. Franchement, je n'ose même pas imaginer le nombre d'affaires comme celle d'Ino qui à ce jour n'ont toujours pas été résolues parce que justement les preuves ont été détruites ou tout simplement parce qu'elles ont été justement ignorées par la police. Voilà, j'espère que cette affaire criminelle vous aura intéressé et si ce format de vidéo où justement je prends des affaires et voilà, je vous les raconte vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci encore énormément à vous tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était Kensho. Ciao! De sortir.